Bonjour à toutes et à tous. La conférence de M. Stéphane Vial va durer environ 1 heure. Elle sera suivie d'un moment d'échange et de questions avec la salle. Ensuite, les Bataclowns nous rejoindront. Puis vous pourrez retrouver M. Vial au salon de musique pour un moment de dédicace. Nous vous remercions de bien vouloir penser à éteindre vos portables avant le début de cette conférence. Et je vais laisser la parole à Catherine, qui va vous présenter M. Stéphane Vial. Bonjour à tous. L'équipe de l'Odyssée, donc organisatrice du 30e congrès de l'AFNAEN, a le grand plaisir d'accueillir et de vous présenter M. Stéphane Vial, docteur en philosophie, maître de conférences en design et culture numérique à l'Université de Nîmes, consultant en stratégie digitale et également titulaire d'un DESS de psychologie clinique. Monsieur Vial, quel parcours éclectique que le vôtre. Philosophe, vous dirigez vos travaux vers la philosophie de la technologie, interrogeant les relations intimes que les humains tissent avec les artefacts, en particulier à l'heure des cultures numériques, sujet qui nous intéresse plus particulièrement ici ces jours-ci. Vous avez enseigné la philosophie à l'école Boulle, et c'est là, je crois, que vous avez commencé à travailler sur le design. En parallèle, vous exerciez à l'époque en tant que psychologue clinicien. Actuellement, vous êtes donc maître de conférences en design et culture numérique à l'Université de Nîmes et vous dirigez la revue Sciences du design aux presses universitaires de France. En 2009, vous avez créé la société Lectum, dont le but est d'accompagner les entreprises et institutions qui veulent utiliser les opportunités du numérique, soit pour repenser leur communication, soit pour revoir leur manière de travailler. Vous êtes également orateur professionnel, c'est-à-dire que, comme aujourd'hui, vous donnez des conférences à des publics variés qui vous en font la demande. Enfin, vous écrivez des livres, autant de témoins de vos centres d'intérêt, et que je ne pourrai donc pas tous citer, dont celui qui était à l'origine de notre contact, à savoir L'être et l'écran. Et vous écrivez aussi des articles pour des revues scientifiques notamment. Vous avez été l'invité de Raphaël Enthoven pour son émission de philosophie sur Arte, dont le thème était « La technique fabrique-t-elle le regard ?» Monsieur Vial, comment faites-vous? Permettez-moi de vous toucher un petit peu. Que je puisse vérifier que vous êtes bien un être de chair et de sang, et non pas un être virtuel, doté de pouvoirs anormaux, comme aurait dit Claude Nougaro. Voilà, je suis rassurée, il est bien vivant. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais me lever et m'agiter un peu sur la scène, je me sens plus à l'aise. D'abord, merci pour votre accueil à toutes et tous et pour cette présentation. Je crois que j'ai jamais été aussi bien présenté dans un événement de ce type. Donc, merci pour cela. Peut-être un mot en écho à ce qui a été dit par rapport effectivement aux diverses origines intellectuelles à partir desquelles je vais m'exprimer. Donc, j'ai commencé ma carrière comme professeur de philosophie dans les lycées, donc je connais l'éducation nationale par ce biais. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu changer d'orientation et je m'étais engagé donc dans un parcours de psychologie clinique qui, avec le désir d'ailleurs de devenir analyste, j'étais allé assez loin dans cette voie, à laquelle j'ai finalement renoncé, n'ayant pas la vocation clinique. Et donc, je suis revenu à la philosophie qui était mon terreau initial. Donc, c'est à partir de ce point de vue que je vais m'exprimer. Un point de vue philosophique, un point de vue de philosophie de la technique, mais évidemment, un point de vue qui a été aussi coloré et nourri par une certaine sensibilité psychologique à la relation. Ce qui fait que la branche de la philosophie qui m'intéresse le plus et dont on va parler, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie, qui est finalement le versant un peu psychologique de la philosophie en fait. Voilà. Et autre point, mais on va pouvoir le voir dès les premières images que je vais montrer, je me trouve maintenant sur un poste effectivement en design et culture numérique, comme j'ai fait un peu de conception web. Et donc je vais aussi parler du numérique à partir de la sensibilité que nous apportent ceux qui le font, ceux qui le conçoivent, ceux qui le créent,
qui font les sites web, qui font les appareils numériques, qui font les écrans. Parce qu'évidemment, quand on se place sur le terrain de ceux qui conçoivent et fabriquent le numérique, on n'a pas non plus tout à fait le même regard. Pas seulement parce qu'il peut y avoir des enjeux économiques, ça c'est à la limite, pour moi, c'est même assez secondaire, en fait, mais par rapport à ce qui se joue dans la relation entre l'humain et la technique qui est projetée par le concepteur. Hein, et c'est là que se jouent beaucoup de choses dès la conception. Et c'est ce qui fait que j'ai choisi aujourd'hui, non plus d'être sur le terrain clinique, mais sur ce terrain-là, le terrain des créatifs, ceux qui font nos appareils numériques. Voilà, alors la communication, enfin la présentation s'intitule « Naître au monde » avec déjà un petit jeu de mots heideggerien, philosophique, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer, puisqu'on parle dans ce congrès d'un public assez jeune, petite enfance, j'ai cru comprendre en discutant hier que les enfants auxquels vous êtes confrontés ont généralement entre 4 et 11 ans, si j'ai bien compris, avec peut-être des fois des préadolescents également. Et donc la question de la manière d'être au monde et de naître au monde, je vais essayer de faire un lien entre ces deux choses pour rendre sensible le point de vue que je voudrais développer avec vous. Voilà. Donc effectivement, tout cela est tiré de ce livre, L'être et l'écran, dont le sous-titre est, et ça indique déjà un peu où on va, comment le numérique change la perception. Hein, et on va voir qu'on va parler de la perception ici, pas en un sens neurobiologique, hein, le cortex, etc., pas en un sens cognitif non plus, mais en un sens phénoménologique, qui est un point de vue assez original finalement, assez rare aussi, auquel j'espère que je pourrai vous rendre sensible. Bien, alors j'annonce d'emblée que j'ai un parti pris, parce qu'en fait tous les philosophes en ont un, puis ils ne le disent pas. Donc on est obligé de leur poser une question à la fin pour faire émerger leur parti pris. Moi je préfère vous l'annoncer tout de suite, j'ai un parti pris empathique. Empathique, ça veut dire que justement je me mets à l'écoute de ce qui se passe avec ce matériau numérique sans jugement de valeur prononcé. Alors peut-être que dans cette empathie, il y a une forme de philie, mais je ne me présenterai pas comme technophile, parce que je mesure aussi les problèmes que peuvent nous poser les techniques dans leur dimension pharmacologique, comme diraient certains. Mais le parti pris, c'est l'idée de voir le numérique pas comme un outil, pas comme une panoplie d'instruments, mais comme un milieu symbolique dans lequel se joue du sens et une nouvelle culture, au sens le plus large de ce terme, au sens anthropologique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure en parlant des créatifs, il y a l'idée aussi de prendre le numérique comme un matériau. De même que dans l'histoire des techniques, il y a eu des grands moments, comme l'apparition du métal dans l'architecture, par exemple, ou du béton. Des moments où un matériau nouveau, ou qui prend des dimensions nouvelles, vient bouleverser un certain nombre d'usages et de choses finalement dans le cadre de vie quotidien. Alors là, je prends aussi le numérique comme une matière, quelque chose dont on va pouvoir, avec des designers, des concepteurs, faire quelque chose. Faire quelque chose qui a du sens. Voilà, on y revient, pour améliorer nos manières de vivre ensemble. Et là, ça recoupe potentiellement toutes nos pratiques sociales. Là, on va être ensemble dans des considérations plutôt liées aux pratiques éducatives ou rééducatives. Donc j'ai préparé aussi des situations plus concrètes à discuter avec vous qui feront plus écho à ce que vous connaissez finalement au quotidien. Mais on peut appliquer cette approche à tout un tas de terrains et d'univers. Donc j'oppose pas le numérique à l'humain, c'est exactement le contraire. Je fais du numérique un moyen d'humanisation, en tout cas une certaine manière d'aborder le numérique. Je ne dis pas qu'il est par lui-même humanisant. Il peut y avoir des usages déshumanisants des technologies, y compris numériques. Mais voilà, je vais essayer de montrer comment on peut le prendre et comment on doit le prendre comme quelque chose qui a un potentiel d'humanisation. Voilà, donc ce parti pris étant énoncé, ça va être plus simple de développer le propos. Donc je vais essayer de m'exprimer en 3 temps, en partant du plus théorique, et en allant vers le plus concret. On terminera avec, je vous le disais, des situations concrètes en classe, par exemple, qui peuvent se poser. Alors, premier temps, c'est la partie un peu la plus, voilà, je vous dis peut-être la plus abstraite, mais vous allez voir, on va s'en sortir. C'est celle où je vais employer des mots compliqués, comme on aime bien faire en philo, pour réfléchir au rapport qui se joue entre technique et perception. Donc je vous disais que l'approche que je choisis, c'est celle de la phénoménologie. Donc petit rappel,
La phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes. Donc selon les racines de ce terme, phaino en grec, ce qui apparaît, ce que je perçois, ce qui se donne à ma conscience, mais plus largement ce qui se donne au sujet, parce qu'on sait bien que le sujet est divisé, qu'il n'a pas qu'une conscience. Et donc voilà, on va essayer d'aborder la technique ainsi, comme une réalité qui s'offre à notre perception, comme ce qui apparaît, se manifeste à nous. Comment analyser les techniques lorsqu'on les voit d'abord comme des choses qui se donnent perceptivement, et donc dont on peut faire une expérience vécue. Alors, il y a un terme intéressant, voilà, premier mot compliqué, il y a un terme intéressant qui a été proposé en philosophie des sciences par notre grand ami Gaston Bachelard, on va en reparler. Et Bachelard, philosophe des sciences, mais aussi philosophe poète, avec des ouvrages très littéraires aussi, Bachelard a essayé de montrer que la science était, dit-il, une phénoménotechnique. On va revenir sur ce mot après. Pour l'introduire, il suffit de prendre un exemple. Dans la physique atomique, c'est la physique moderne au sens de Bachelard, c'est-à-dire la physique du début du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe au début du XXe siècle ? On fait l'hypothèse qu'il y a des atomes et qu'il y a un noyau. Enfin, les atomes, ça fait un moment qu'on savait qu'il y avait des atomes, mais on fait l'hypothèse qu'il y a un noyau dans l'atome. Bon. Mais c'est une hypothèse théorique, dans les années 1900-1910 plutôt. Pour que ça devienne un phénomène, quelque chose qui nous apparaît, c'est-à-dire que les scientifiques peuvent observer, quelque chose qui devient perceptible et observable en tant qu'il est perceptible, eh bien il a fallu que les scientifiques conçoivent et fabriquent des techniques pour rendre perceptible ou observable ou phénoménalisable ce phénomène justement imperceptible qu'est le noyau atomique. Les noyaux atomiques ne poussent pas dans le jardin, on ne peut pas les cueillir, donc effectivement il fallait inventer quelque chose qui les rende accessibles. Et ce quelque chose, ça a été les accélérateurs de particules, qui ont été inventés dans les années 30, 20 ans après qu'on a fait l'hypothèse du noyau. Et en faisant accélérer des particules en rond comme ça, et en les faisant sans trop choquer, les physiciens ont pu observer les effets de ce qui se passe dans la matière nucléaire, c'est-à-dire du noyau atomique. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'il a fallu donc des techniques pour rendre la théorie observable et la transformer en phénomène. Un phénomène donc, que les scientifiques ont pu travailler. Alors Bachelard a appelé ça la phénoménotechnique. L'idée que pour faire apparaître ou phénoménaliser les phénomènes, les scientifiques créent des techniques adaptées. Et donc à cette occasion, Bachelard a donné une assez belle leçon de philosophie des sciences aux scientifiques eux-mêmes, en leur faisant comprendre que leur travail consistait pas tant à décrire des phénomènes, comme on le croit souvent, qu'à produire des phénomènes, parce que tant qu'on ne met pas en marche les appareils, les phénomènes nucléaires sont absents de notre champ perceptif. Pour les rendre observables et sinon visibles, mais en tout cas perceptibles, il faut produire des techniques adaptées. Alors de cela, j'ai tiré une conséquence. Et j'ai proposé d'étendre l'idée de Bachelard, l'idée de la phénoménotechnique, à tous les phénomènes. Et pas de la limiter au phénomène de la physique. L'idée, c'est ce que nous montre Bachelard, dans la technique, il y a une sorte de pouvoir, un pouvoir phénoménologique. C'est ce qui apparaît dans cette idée de la phénoménotechnique. C'est-à-dire, on s'aperçoit que la technique a la capacité d'engendrer la phénoménalité, c'est-à-dire d'engendrer la capacité d'apparaître. Sans l'accélérateur de particules, le noyau atomique n'apparaît pas, ne se rend pas observable. Donc ça, c'est extrêmement fort. Il me semble que ça n'a pas été assez exploité par les philosophes. Cette idée que dans la technique, il y a un pouvoir phénoménologique, c'est-à-dire la possibilité d'apparaître, et donc d'apparaître comme réel. Puisque généralement, dans la tradition occidentale, on a tendance à croire, malgré les critiques qui ont pu en être faites, que ce qui est réel, c'est ce qui est perceptible. Même si Platon nous a dit qu'il y avait un autre monde en dehors de la caverne, néanmoins, on est très convaincu de cela. Il y a peut-être un autre monde en dehors de la caverne qui est numérique, on pourra y revenir. Alors, quelques images pour redevenir très concret, pour illustrer cette idée. Oui, effectivement, si on prend et on compare des objets techniques qui ont des qualités techniques particulières, exemple la bougie, la cire chaude, l'odeur de la cire, le halo de lumière, les qualités perceptibles particulières qui en émergent, la chaleur, etc. Tout cela fait que ça engendre des perceptions différentes.
Si on fait cette conférence à la bougie, on n'aura pas tout à fait la même ambiance perceptive. Si on l'a fait à l'ampoule à incandescence, qui est d'ailleurs aujourd'hui dépassée, l'ampoule de Thomas Edison, on n'aura pas là non plus la même dimension perceptive. Donc on voit bien que des techniques différentes engendrent des perceptions différentes, et donc, comme dirait Heidegger, une manière d'être au monde différente. Une manière être au monde, pour Heidegger, ça veut dire exister finalement, une manière existentielle d'habiter le monde qui est différente. Parce qu'en fonction des objets techniques qui nous environnent, on va le voir, cette manière de percevoir le monde et d'exister en lui va varier. Alors la preuve, en 1937, la compagnie parisienne de distribution d'électricité commande à Raoul Dufy de faire une gigantesque fresque, une gigantesque œuvre pour traduire picturalement le phénomène social un peu miraculeux de l'arrivée de l'électricité dans les foyers, fin 19e et surtout massivement au début du 20e siècle finalement. On a oublié, on n'était pas là, vous me direz, mais on a oublié dans notre inconscient collectif ou notre imaginaire collectif la puissance perceptive qu'a pu avoir l'arrivée de l'électricité dans les foyers. Ce tableau s'appelle, ou cette fresque s'appelle la fée électricité. Il y a une dimension de magie, ou en tout cas c'est perçu. On fait de la phénoménologie ici, c'est perçu comme magique. L'arrivée de l'électricité dans les foyers et d'ailleurs dans tous les espaces, y compris urbains. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire du numérique pour essayer de comprendre les subtilités qui se jouent entre technique et perception. Elles sont déjà visibles à d'autres époques. Alors un autre mot, un peu abstrait en apparence, je résume tout cela avec un seul mot, ontophanie. C'est un terme qui a par ailleurs d'ailleurs été très peu employé, mais un tout petit peu employé par Mircea Eliade, mais qui n'en a pas fait grand-chose et sur lequel je fais reposer mes hypothèses. C'est quoi l'idée ? Eh bien, c'est l'idée que tous les phénomènes, je le disais, pas seulement ceux de la physique, tous les phénomènes sont phénoménotechniques. En ce moment même, le phénomène qui consiste pour moi à être perçu par vous et pour vous à être perçu par moi, par exemple, est phénoménotechnique. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a plein d'appareils là autour de nous qui rendent possible cette qualité perceptive d'écoute qui est en train de se produire dans cette salle, et on peut remercier les techniciens d'ailleurs de cette qualité. Donc, tous les phénomènes sont phénoménotechniques, ça veut bien dire qu'il y a une technicité fondamentale, mais invisible, dans le fait même d'apparaître, ou du moins invisible, inaperçu, et très souvent inaperçu, en raison aussi du fait que ça intéresse peu les philosophes de faire ressortir la technicité des choses comme si c'était indigne. Eh bien c'est ça l'hypothèse de la phénoménotechnique générale, ou ontophanie, ontos en grec, l'être, phanie, comme dans phénoménologie, apparaître. L'ontophanie, c'est le processus par lequel l'être nous apparaît. L'être, c'est vous, c'est moi, c'est les chaises, c'est les artefacts, c'est les êtres naturels, les êtres artificiels, les êtres humains, les êtres vivants, enfin, c'est tout ce qui peut apparaître à une conscience, en l'occurrence à une conscience humaine. Eh bien voilà, l'hypothèse elle est là, et vous allez voir que de cela on va tirer plein de choses. Le plus dur est fait, si j'ose dire, on va tirer plein d'idées. D'abord, on va tirer une idée intéressante qui consiste à défendre que les techniques ne sont pas des outils, que ça c'est une vision réductrice et méprisante pas seulement pour les techniques, mais pour les humains, parce que c'est une manière de masquer le rapport complexe et subtil que les humains ont avec ces techniques. Ce ne sont pas seulement des outils, on va le voir, ce sont des structures de la perception. C'est-à-dire qu'elles structurent culturellement, en fait, on va y revenir, mais aussi comme on dirait en philosophie, transcendentalement, on y reviendra, mais elles structurent la perception, et donc elles sont ce que certains philosophes, à la suite de Benjamin par exemple, ont appelé des appareils, c'est-à-dire que ce sont des machines à faire apparaître. Entre appareil et apparaître, il y a quelque chose qui se joue, et quand on parle des techniques comme des appareils, c'est qu'on insiste sur le fait que dans leur puissance perceptive, elles ont une manière de faire apparaître le monde et de le donner au sujet qui le vit. Donc voilà, elles sont des espèces de moules invisibles, de matrices invisibles dans lesquelles se coule la manière même d'apparaître. Ce que j'appelle, alors voilà, avec des termes un peu plus techniques, des matrices ontophaniques. Alors on peut relire toute l'histoire de la technologie ou de la technique à travers cette grille de lecture.
Et on peut relever, comme on dirait en anglais, des changements d'ontophanie, c'est-à-dire des grands moments où, lorsqu'on change de système technique, comme on dit les historiens, un système technique, c'est un ensemble de techniques qui dominent une époque. Évidemment, on se doute maintenant quelles sont les techniques qui dominent notre époque. Et par conséquent, lorsqu'il y a des changements de système technique, eh bien, il y a des changements ontophaniques, c'est-à-dire des changements dans la manière de percevoir ce qui est technique, tout comme percevoir tout court, même ce qui n'est pas technique. Donc il y a un renouvellement des structures techniques de la perception à chaque moment de l'histoire. Et donc il y a un renouvellement qualitatif, on est dans quelque chose de vécu ici, au sens existentiel, il y a un renouvellement qualitatif de notre sens du réel et de notre manière de, non pas être au monde, comme dit Heidegger, mais pour aller plus loin, de nous sentir au monde, c'est-à-dire nous sentir présents au monde, c'est-à-dire sur Terre, nous sentir être là, comme dit Heidegger, l'être humain est un être là, un Dasein. Bien, alors, quelques images pour, là aussi, rendre cela concret. À la Renaissance, on peut parler, en reprenant les termes, par exemple, de Lewis Mumford, d'ontophanie éotechnique, c'est-à-dire mécanisme de bois, force de l'eau, tout est fait ainsi, le moulin, comme on voit ici, le moulin hydraulique, le rouet à pédale, enfin les objets du quotidien sont ainsi faits, et ce qui crée une ambiance perceptive différente. Le bois, c'est un matériau vivant, l'eau aussi, nous en sommes constitués à 75%, et donc il y a une continuité charnelle dans le se sentir au monde de cette époque. Il y a une continuité charnelle avec la nature, puisque les matériaux sont peu intrusifs et vivants. L'ontophanie mécanisée, celle de la première révolution industrielle, pourrait ressembler à cela. C'est la machine à vapeur, l'innovation du moment, ce qui implique des mines de charbon, l'énergie de ce moment, et ce qui implique aussi de nouveaux matériaux, le fer en grande quantité, ce qui donne à l'époque le chemin de fer, les boîtes de conserve, les bateaux à vapeur sur le Mississippi, et j'en passe. Et donc là, on est dans une ambiance perceptive autre, avec d'ailleurs, on le sait, Zola l'a bien montré dans Germinal, une certaine violence qui devient cette fois-ci sociale, avec la froideur du métal, le rythme de la mine. Bon. Donc il y a tout après un contexte social que moi je n'analyse pas, mais qui complète le portrait. Puis vient la seconde révolution industrielle, l'électricité, on en parlait tout à l'heure, le moteur à explosion, donc la révolution des transports, l'automobile, puis l'aviation, puis le train, puis tout ça. On est encore un peu même beaucoup en fait, dans ce monde-là, qui est en train de changer, et c'est la deuxième ontophanie mécanisée, si l'on peut dire, puisque là on se retrouve dans une ambiance perceptive nouvelle. On parlait de la fée électricité tout à l'heure, aussi évidemment avec les transports mécaniques, un autre rapport aux distances, bien sûr, même si ça change encore aujourd'hui. Et puis, plus tard, après l'invention de l'ordinateur, 1945, l'ordinateur, le PC 1981, ça a pris un peu de temps avant d'arriver jusqu'à nous, on voit bien que là émerge un nouveau système technique progressivement. Ce nouveau système technique, on peut dire qu'il est fait de trois choses. Un certain nombre d'auteurs, historiens ou économistes, quand on les croise, permettent de vérifier cela. On a l'informatique, c'est-à-dire le code, les algorithmes. En fait, dans l'ordre, il faudrait dire on a l'électronique d'abord, c'est-à-dire les composants. Ensuite, on a l'informatique, c'est-à-dire les algorithmes. Et ensuite, on a le réseau, disons Internet maintenant, qui les centralise tous, les réseaux, c'est-à-dire les connexions. Donc avec des composants, des algorithmes et des connexions, on a les trois ingrédients de ce que j'appellerais, d'un point de vue comme ça objectif, le numérique. C'est-à-dire le numérique comme le système technique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, il n'est pas figé, il est en cours de formation depuis 50 ans et on ne sait pas jusqu'où il va aller d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs qu'il va s'associer à d'autres techniques, ou d'autres techniques qui vont se numériser. Mais dans nos usages vêtus, puisqu'on dit qu'on fait de la phénoménologie, ça a eu pour conséquence par exemple, d'abord la première ontophanie numérique, c'est celle du poste de travail. On est assis à un bureau, d'ailleurs ça crée des meubles informatiques, on va acheter des meubles informatiques pour la maison, on met l'ordinateur dessus, donc ça bouleverse aussi la manière d'habiter l'espace domestique.
Et on est concentré au niveau de nos perceptions sur un écran. Évidemment, je ne vous apprends rien. Ce qui fait que la perception même du ciel, dont on a ici une capture d'écran, là, la perception même du ciel est modifiée puisqu'en fait on ne le regarde plus beaucoup puisqu'on est pris dans les écrans. Donc à travers ces images, j'essaie de montrer que le fait de percevoir l'environnement, le monde, les autres, est influencé par les techniques dominantes qui nous environnent. Et que ces techniques dominantes qui nous environnent, elles nous placent dans une sorte de bain techno-perceptif. Appelons ça, on va y revenir, un Umwelt au sens d'excul pour les plus connaisseurs, mais on va y revenir. Et donc là, on est dans un bain techno-perceptif assez différent, avec, comme le montre cette illustration bien connue et drôle, des craintes, la crainte qu'on se ratatine sur une chaise devant un écran, ce qui est quand même le cas encore beaucoup. Néanmoins, voilà ce qui apparaît aussi depuis quelques années, c'est-à-dire avec la mobilité, avec l'informatique pervasive, comme on dit, parce qu'il y a aussi les objets connectés. Bref, on peut se retrouver à vivre des expériences numériques dans des situations très variées, comme on le voit ici, et de ce fait, à se retrouver dans un environnement techno-perceptif lui aussi différent. Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit de dire et de montrer. Et donc, on arrive à la fin de ce premier temps, où il s'agit de montrer que finalement, on parle beaucoup de digital natives, de natifs du numérique. Mais finalement, on pourrait dire, sans mauvais jeu de mots, que nous sommes tous technological natives. Nous sommes tous natifs d'une technologie. Et nous apprenons à chaque époque, à chaque génération, nous apprenons à percevoir le monde, à exister et à ressentir la présence des choses, au sens phénoménologique fort. Nous apprenons à ressentir la présence des choses et à percevoir avec des technologies datées, puisque nous sommes nous-mêmes datés, nous avons une date de naissance. Et donc il y a des natifs du chemin de fer, il n'y en a peut-être plus beaucoup aujourd'hui, des natifs du téléphone, des natifs de la télévision, les enfants de la télé, les natifs du numérique, dit-on. Donc c'est pour ça que ça fait écho au titre de la communication, être c'est technêtre sans... C'est-à-dire j'essaie de dire en un mot cette espèce de fusion subtile et complexe qu'il y a entre le fait d'exister et le fait d'avoir des techniques qui viennent du social, qui structurent ce fait même d'exister. Alors là, je vous ai mis une image d'un livre du biologiste Jacob von Exküll, qui a théorisé la notion qu'on appelle en allemand Umwelt. Difficile à traduire, qu'on peut traduire par celle de milieu et pas celle d'environnement. Mais pour l'illustrer, lui, il ne parle pas vraiment des techniques, c'est un biologiste, il parle de la faculté de percevoir chez les animaux. Par exemple, il étudie la tique. Donc la tique, elle peut rester 18 ans sans manger, elle est sourde, elle est aveugle, elle a juste l'odorat, le toucher, et puis quand il y a un mammifère qui approche, elle a un détecteur qui détecte un certain acide qui est chez tous les mammifères, elle se laisse tomber dessus, et elle lui pompe son sang, et elle meurt. Ça, c'est la vie de la tique. Et Exküll nous explique que du coup, la tique, elle a un monde perceptif, évidemment limité. Le nôtre est peut-être aussi limité, en fait, puisqu'on sait que les abeilles perçoivent les ultraviolets. Pas nous. Si là on percevait les ultraviolets dehors tout à l'heure, on ne verrait pas les choses de la même manière. Ben, c'est ça l'idée d'Umwelt. Là on voit dans les images, que j'arrive à bien me lire, on voit ici en bas à gauche la chambre de l'homme. Donc c'est comme ça qu'en gros les humains perçoivent par exemple cette pièce. En haut à droite on voit comment percevrait un chien, et puis en bas comment percevrait une mouche, assez limitée, on le voit, notamment au niveau des couleurs. Donc vous voyez, il y a l'idée que selon les organes biologiques dont les animaux sont dotés, ils n'ont pas la même perception du monde, au sens qualitatif. Eh bien en fait, moi je ne fais qu'appliquer cette idée, qui vient de la biologie, à la technologie. Et je dis, en plus de nos organes sensoriels, selon les appareils techniques qui nous entourent, on ne perçoit pas le monde de la même manière selon l'époque. Selon leur naissance, le 19e, le 20e siècle, mais aussi au sein d'une même époque, d'une génération à l'autre.
selon qu'on a grandi avec telle ou telle technologie ou telle autre. Et c'est ce que j'appelle des milieux ontophoniques. Nous vivons dans des milieux ontophoniques. C'est la version phénoméno-technologique de l'Umwelt. Nous vivons dans des milieux ontophoniques, c'est-à-dire des milieux techniques, comme l'ont montré d'autres philosophes précédemment. Les techniques sont des milieux, on vit dedans. C'est pas juste des outils, ça, d'accord. Mais ces milieux dans lesquels on vit, ils ont une dimension perceptive. C'est là où moi j'ajoute peut-être une nouveauté, c'est de montrer que dans ces milieux techniques, il y a une dimension ontophonique forte. Et donc, ces milieux techniques, ou ces milieux ontophoniques plutôt, pardon, structurent notre expérience du monde possible en créant comme ça un Umwelt technique, ce qu'on pourrait appeler entre nous un bain techno-perceptif, ou en reprenant un terme étonnant et rigolo de Exkul, une bulle de savon. Hein. Exkul dit, imaginez un champ où il y a plein d'abeilles qui butinent, et il faut imaginer autour de chaque abeille une bulle de savon, qui est son Umwelt, son monde perceptif propre déterminé par ses organes. Il faudrait imaginer que nous, chaque génération, il y a une espèce de bulle de savon phénoménotechnique autour de nous, et chaque époque, il y a une bulle de savon phénoménotechnique qui fait qu'on se comprend peut-être pas en raison de cela. Et c'est ainsi que j'interprète ce que j'appelle plutôt des frictions ontophoniques, c'est-à-dire par exemple des incompréhensions entre différentes générations sur une technique donnée. Par exemple, en ce moment, effectivement, entre les moins jeunes et les plus jeunes, mais on va voir que cette distinction liée seulement à l'âge, en fait, est artificielle, mais que ce qu'on se plaît à voir comme un conflit de génération entre plus jeunes et moins jeunes, on va voir que c'est très lié à ça, à des frictions ontophoniques, c'est-à-dire deux générations qui n'ont pas grandi avec les mêmes techniques, qui ne se sont pas appareillées intellectuellement aux mêmes objets techniques, ont du coup une espèce de bulle de savon ontophonique autour d'elles et peuvent moins bien se comprendre en raison de cela, parce que cette bulle de savon ontophonique, elle détermine plein de choses dans notre manière d'exister au quotidien, y compris dans nos jugements, y compris dans nos jugements moraux sur les techniques. Donc je fais exprès, moi, de ne pas faire, ou de faire semblant de ne pas faire d'éthique des techniques, parce que j'essaie de montrer qu'avant l'éthique de la technologie, il y a, avant les jugements éthiques, il y a des jugements phénoménologiques, vous allez voir tout à l'heure, qui orientent nos manières de penser, parfois à notre insu. C'est là où mon côté psycho ressort, où j'essaie de montrer qu'il y a une sorte d'inconscient phénoménologique, finalement, qui touche tout le monde, les citoyens ordinaires comme les chercheurs. Voilà, donc si à chaque époque l'acte de percevoir se réapprend à l'aide des techniques disponibles, forcément à une même époque, plusieurs générations qui ont appris à percevoir avec des techniques différentes peuvent avoir justement des motifs de friction, entre guillemets. Voilà, ça c'était le premier temps. Alors voyons maintenant ce qui se passe à l'époque actuelle, avec ce que j'appelle du coup l'ontophonie numérique, c'est-à-dire cette bulle de savon numérique dans laquelle nous apprenons à vivre. En général, pour vous et moi ici présents, justement ce n'est pas notre bulle de savon native, mais en revanche c'est peut-être celle des enfants avec qui vous travaillez. Alors, première chose, pour montrer que on est bien dans une analyse phénoménologique et qu'elle a du sens, pour montrer que le numérique, c'est quelque chose qui a d'abord, du moins quand on adopte ce point de vue, qui a d'abord une incidence perceptive, eh bien on peut remonter à ceci que dans les années 90, quand le web a été inventé, 90, 89, 91, puis qu'il a été massivement rendu accessible, en France en 95, eh bien on a été dans un premier temps troublé, et je dirais même traumatisé. Je parle de trauma phénoménologique, donc là on voit que j'ai fait de la psycho quand même, de trauma phénoménologique, c'est-à-dire qu'on a été quelque part un peu choqué dans notre bulle de savon phénoménologique, c'est ça, dans notre habitude perceptive, parce que tout à coup sont apparus des nouveaux étangs, comme dirait Heidegger, des nouveaux êtres, les avatars, les autres qui sont sur les forums ou sur les chats. Les premières manières de communiquer en ligne, c'était les chats, les canaux IRC, pour les plus passionnés d'entre vous qui l'ont peut-être pratiqué, les forums, puis les blogs, puis les réseaux sociaux, etc. Les jeux vidéo ayant toujours été présents par ailleurs. Et donc,
ce qui s'est passé, c'est que voilà, le numérique a d'abord introduit un trauma dans notre expérience du monde en nous présentant des perceptions inconnues. On n'avait jamais perçu des choses comme ça, sur des écrans, où tout se concentre sur des écrans la plupart du temps. Et nous avons appelé cela, ça nous a été utile d'appeler cela le virtuel. Alors, quand je dis nous, c'est pas nous les philosophes. Parce que le mot virtuel vient de la philosophie et il ne veut pas du tout dire ce qu'on lui fait dire depuis 20 ans. Je suis là aussi pour le rappeler, vous allez voir. Mais beaucoup de chercheurs, y compris Serge Tisseron, que vous verrez demain, avec qui j'ai souvent discuté, ont trouvé dans ce mot une force pour décrire un certain nombre de mécanismes qui avaient du sens dans leur discipline. Et ça n'enlève rien au sens que ces chercheurs trouvent grâce à ce mot dans leur discipline. Mais moi, je voudrais faire entendre que ce terme de virtuel parce qu'il a été employé à tort, il a été employé à tort dans la manière de s'opposer au réel, eh bien il a fait s'introduire dans notre imaginaire phénoménologique, une notion intéressante à travailler d'ailleurs, eh bien il a introduit les illusions. Une illusion qui est bien identifiée maintenant, et dont il a bien été prouvé, y compris par les sciences sociales, au moins les plus récentes, qu'elle est fausse. Cette illusion, je suis heureux de pouvoir l'énoncer sous la forme d'une expression qui n'est pas de moi, mais avec laquelle je me retrouve pleinement. C'est ce que d'autres ont appelé aux États-Unis le dualisme numérique, ou le dualisme de l'ère numérique, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire que pour absorber ce choc perceptif, il a bien fallu qu'on trouve quelque chose à quoi se raccrocher. Donc on a d'abord eu besoin de croire, c'est là qu'est notre symptôme. On a d'abord eu besoin de croire en l'existence de deux mondes. On a cru à un second self, comme disait la psychologue américaine Sherry Turkle dès 1984. Et puis on s'est mis à avoir ou croire qu'on avait une second life, comme dit par ailleurs le célèbre jeu en ligne et le monde virtuel en ligne, Second Life. Bon. Alors on a découpé le monde en deux, pardon, il y a un peu d'anglais là-dedans, je vais le commenter. Et c'est d'ailleurs Nathan Jorgenson, un jeune sociologue, très jeune sociologue, qui n'a même pas fini sa thèse, qui a appelé ça comme ça, alors que moi, de mon côté, j'appelais ça tout simplement critique du virtuel. Et on a cru qu'il y avait deux mondes séparés, dont l'un était virtuel, c'est-à-dire numérique, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire sur écran. Et puis on a cru que de l'autre, il y avait un monde réel, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire hors ligne, c'est-à-dire hors écran. Ça, c'est de la métaphysique. C'est-à-dire que quand on croit cela, on fait de la métaphysique à son insu. C'est-à-dire on fait de la théorie de l'être à son insu. C'est-à-dire on fait du Platon à son insu. C'est-à-dire on fait de... Il y a une caverne qui est le monde faux des images, là, et puis il y a le vrai monde en dehors de la caverne. Donc on fait... Là déjà on fait du jugement métaphysique, ou du jugement logique, on fait du jugement de vérité. Parce qu'on prétend qu'il y a un monde qui est plus vrai que l'autre. Et puis du jugement de vérité, on déduit un jugement moral. Il y a un monde qui est meilleur que l'autre. Et on le voit là dans les deux colonnes, même si c'est en anglais. Le virtuel, c'est quelque chose qu'on considère comme un monde simulé informatiquement, fondé sur le logiciel et l'abstraction, coupé du corps. On croyait ça à la fin des années 90, on sait aujourd'hui que c'est faux. Éloigné de la vérité, on en parlait à l'instant. C'est le monde de la caverne de Platon ou de la pilule rouge de Matrix, qui date de 1999, c'est pas pour rien, le premier Matrix. C'est le monde du simulacre, de la copie du cyberespace, comme on l'appelait, alors qu'aujourd'hui, on va y revenir, qui a l'impression de naviguer dans le cyberespace? Alors je théâtralise pour faire comprendre ce qu'on charrie comme connotation derrière certains mots. Et on opposait à cela le réel, donc le virtuel c'est dans l'URL, le réel c'est hors de l'URL, petit jeu de mots, puisque les Américains qualifient le fameux réel qualifiaient, parce qu'ils ont un peu arrêté, mais IRL, in the real life. Hein? Donc les jeunes disent ou disaient beaucoup ça, parce que je ne suis pas sûr que les jeunes aujourd'hui disent beaucoup ça finalement, mais on disait beaucoup au début des années 2000, oui, bon, on parle sur Internet, puis bon, on se revoit IRL. Hein? See you IRL, c'est-à-dire on se revoit in the real life. C'est-à-dire dans un monde qui est fondé sur des processus physiques, des objets tangibles, ancrés dans le corps, le vrai monde, la pilule bleue, l'extérieur de la caverne, l'authentique, l'original, la vraie vie. Parce que nous, en français, real life, on traduit par la vraie vie. Ce qui est un choix de traduction français assez étonnant par ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, là, on est en pleine métaphysique néo-platonicienne. Et on vit avec, très bien. Et on adopte cela comme une évidence, au point même où beaucoup de chercheurs, y compris en sciences humaines et sociales,
acceptent cette distinction. Enfin, acceptaient, parce que ceux qui étudient les usages numériques savent que ça ne marche plus. Et c'est ce que je vais montrer. Une petite image de Matrix, là, pour rappeler cette affaire de pilule rouge et bleue, où le film, justement, parce qu'il date de 99 et des débuts du web, pouvait parler ainsi du monde numérique, c'est-à-dire en termes très virtuels. Pas sûr qu'on ferait le même film aujourd'hui. Finalement, peut-être le film le plus récent qui fait un peu plus écho aux usages actuels, c'est Her, pour ceux qui l'ont vu, où le héros tombe amoureux d'un... Comment ils appellent ça ? Une entité, enfin bref, il achète un nouvel appareil numérique et il y a une intelligence artificielle dedans, il y a une personne, enfin une personne, façon de parler, il y a une personne artificielle qui dialogue avec lui au quotidien et dont il tombe amoureux. Si vous n'avez pas vu le film, vous verrez, c'est assez épatant. Bref, le virtuel est mort, vive le numérique. C'est pour ça que je n'emploie plus du tout ce mot virtuel, parce que chacun y met des choses trop variées, et vous verrez demain que Serge Tisseron l'emploie encore en un autre sens, que je le laisserai expliquer mieux que moi. Mais en 20 ans, 25 ans, là, en 20 ans de pratique du net au quotidien, on a appris à vivre dans et avec le fameux cyberespace. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à la bulle de savon numérique. Maintenant, on peut le dire. On a acquis de nouvelles habitudes perceptives. C'est bon, on n'est plus choqué par les icônes sur un écran. On admet qu'il y a bien des autres sur Internet. Par exemple, dans les sites de rencontres, ou que sais-je, ou sur Facebook, ou ce qu'on voudra. On accepte cette phénoménalité-là, cette manière-là d'apparaître. On l'accepte maintenant. On comprend qu'elle est réelle, en fait. Cette ontophanie-là, on s'y habitue. Donc nous sommes habitués au virtuel, aux interactions en ligne. Elles sont devenues banales et routinières. Et nous avons appris donc à considérer comme réel ce qui est affiché sur l'écran. En fait, les philosophes le savaient depuis toujours parce qu'ils n'ont jamais opposé virtuel à réel, ils ont opposé virtuel à actuel. Par exemple, je me souviens de ça, parfois encore on emploie ce mot dans son sens historique correct. Quand un commentateur télé aux Jeux Olympiques commente une course de natation et dit, alors que la course n'est pas terminée, à propos du premier qui nage le plus vite et qui est en tête, et qu'il dit, à cet instant, il est médaille d'or virtuel. Ça c'est juste, il est médaille d'or potentiel. S'il va au bout, s'il reste premier, il sera médaille d'or actuel, il aura actualisé sa potentialité à être médaille d'or. Bon, voilà. Ça, c'est des restes ou des résidus de l'usage qui avait été forgé par les philosophes du terme virtuel et qui, pour nous, en philosophie, reste le seul valide, parce que sinon, ça complique. Parce que quand on est médaille d'or actuel, c'est réel, c'est accompli, mais quand on est médaille d'or virtuel, qu'on est en train de nager, c'est réel aussi, hein. On est réellement le premier à ce moment-là. Bref, nous avons compris que le virtuel est réel, et quand je dis nous, y compris ceux qui ne sont pas philosophes, si j'ose dire. Exemple, 1998, je viens de réussir le concours de prof de philo des lycées, le CAPES pour ne pas le nommer. Je démarre ma petite carrière de prof de philo, je ne suis pas encore du tout dans le numérique. J'ai un collègue, Paul, on sort de l'IUFM, feu l'IUFM, et il me dit on va se créer une adresse email. Waouh, qu'est-ce que c'est? Et c'est un courrier électronique. Oui, d'accord. Comment ça marche? Donc, il s'en crée une et Paul se crée l'adresse suivante. cyberprof@voila.fr. Un indicateur sémantique intéressant, parce qu'à ce moment-là, on est dans une manière phénoménologique d'aborder la relation aux autres par Internet qui est fondée sur l'anonymat. On ne se crée pas un email avec son vrai nom, parce que quand même, on est dans le cyberespace. Donc on va se cacher un peu. On croit qu'on a une double identité, Second Life, etc., une deuxième vie. On a un avatar, un pseudonyme, et on interagit avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'amuse à aller faire ça sur Internet, dans les années 90 surtout, même dans les débuts des années 2000. Et puis on passe, 15 ans après, à une banalité de l'email. Je veux dire, aujourd'hui, qui dans le débat public se choque de l'email? Mon Dieu, nous sommes... Alors si, on s'en choque pour l'infobésité, hein, attention, sur le nombre d'emails qu'on reçoit. Mais on n'est pas choqué par les effets psychologiques de l'email. On ne se dit pas, mon Dieu, la surexposition au courrier électronique, c'est dangereux pour le cerveau. On ne dit pas ça. Parce que ça s'est banalisé. On n'a plus de jugement éthique critique sur l'email, parce que phénoménologiquement, ça s'est banalisé.
La bulle de savon de l'email, on est dedans tout le temps. Alors on n'en peut plus parfois parce qu'elle est surchargée, mais en revanche, elle ne nous choque plus d'un point de vue phénoménologique ou ontophonique. Aujourd'hui, on est plutôt sur un mode transparence, unique identité. Transparence parce qu'on est aussi encouragé à donner nos vrais noms sur les sites web parce qu'il faut après revendre nos données, donc il faut mieux qu'elles soient vraies. Ça, c'est un problème socio-économico-politique que je choisis de pas traiter, mais qui est très fort, évidemment. Et donc, photo de profil, prénom, nom sur les réseaux sociaux. En revanche, là, on sait, par les sociologues en particulier, qu'on interagit en ligne, par exemple sur Facebook. Les personnes avec qui on interagit le plus sont celles que l'on connaît hors ligne. On a aussi des copains d'Internet qu'on ne voit pas souvent, comme moi. On parlait hier de Yann Leroux, par exemple, que j'ai connu sur Internet, qui ne sera pas là dans ce congrès, mais que j'ai connu sur Internet, et que je n'ai vu que 2-3 fois en face à face. Bon. Fin de la parenthèse. Mais donc on rencontre des gens hors ligne, et c'est avec eux qu'on dialogue le plus en ligne aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Parce que ça montre que c'est hybride, que c'est imbriqué, que virtuel et réel, ça ne marche pas. Alors mes copains, ils sont pas réels quand on parle ensemble sur les réseaux, puis ils sont réels le lendemain au boulot. Ce qui a fait dire à Nathan Jurgensen, d'une manière un peu provocante, nous ne sommes pas amis tant que nous ne sommes pas amis sur Facebook, en inversant la perspective. Puisque au départ, on se disait, oh là là, moi je vais accepter sur Facebook que des gens que je connais, parce que où ça va me mener, ce nouveau cyberespace. Voilà, donc le changement d'ontophonie, c'est ça. La bulle du virtuel, la bulle du réel, eh bien on les superpose, et ça donne ce que j'appelle, même si le terme n'est pas très vendeur, l'ontophonie numérique. Et donc, on n'est plus dans le dualisme numérique, mais on est dans ce qu'on pourrait appeler, puisque le dualisme, c'est un terme philosophique, le monisme numérique. On est dans un seul monde, monos. Mais ce monde, il n'est pas que numérique. Il est numérico-non numérique. En fait, moi, maintenant, je dis plus... En fait, je n'ai jamais dit virtuel et réel. Je dis numérique et non numérique. Je n'arrive pas à dire mieux, parce que numérique versus physique, ça ne marche pas non plus. Le numérique, c'est physique. Les photons, les écrans, c'est de la matière aussi. Donc je dis numérique et non numérique, et je dis, voilà, comme on le voit là, on vit dans un nouvel environnement techno-perceptif qui est, alors c'est vrai, numériquement centré, parce qu'on vit l'époque du système technique numérique, mais même s'il est numériquement centré, il est à la fois numérique et non numérique, en ligne et hors ligne, hors écran et sur écran. Il forme un seul et même monde, le réel. Alors, pour essayer de comprendre comment on circule dans ce nouveau monde, on circule phénoménologiquement, je veux dire, comment on perçoit ce nouveau monde, j'ai essayé de décrire, j'ai fait mon travail de philosophe, de catégorisation conceptuelle, pas forcément exhaustive d'ailleurs, mais j'ai essayé de décrire les différentes propriétés de ce nouveau matériau numérique dans son potentiel perceptif. Donc ce que vous voyez là sont des caractéristiques qui ont été détaillées dans l'ouvrage, je vais en prendre une dans une seconde pour illustrer, mais ce sont des caractéristiques qui sont à la fois objectives, qui décrivent des aspects objectifs du numérique, mais qui décrivent aussi des éléments qu'on va, en simplifiant, qu'on va appeler subjectifs, c'est-à-dire tels qu'ils sont vécus phénoménologiquement par les sujets. Alors il y en a un certain nombre, certains qu'on voit là sont faciles à expliquer. Par exemple, numéro 4, virtualité. Oui, je ne rejette pas totalement la notion de virtuel, mais je la prends dans son seul vrai sens acceptable selon moi, son sens informatique. Et virtuel en informatique, ce qui est simulé. Virtuel, ça veut dire simulation informatique. Les techniciens savent qu'on parle de mémoire virtuelle dans un ordinateur, de serveur virtuel sur le web. En fait, la virtualité, c'est la capacité d'un logiciel, par exemple, à simuler un autre logiciel. Ou, par exemple, la capacité de nos écrans à simuler une corbeille, des dossiers, des fichiers. Tout cela vient d'une métaphore qui date de 1970 d'ailleurs, et où on avait imaginé de créer les ordinateurs pour qu'ils soient faciles à utiliser, même pour une secrétaire. Donc on avait dit, comment travaille une secrétaire ? Elle a un bureau, le desktop, le bureau de nos écrans, et puis elle a des papiers qu'elle superpose, les fenêtres. Et puis elle met tout ça dans des tiroirs, les dossiers, puis elle jette ce qu'elle ne veut pas dans une poubelle, la corbeille. Donc ça, c'est de la virtualité, c'est de la simulation informatique. C'est le sens de ce terme. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie du numérique. Et c'est cette virtualité qui nous a envahis pendant 15 ans. On ne voyait que ça, quoi. On voyait que ce poids de la simulation visuelle de l'écran. Et puis on en oubliait d'autres caractéristiques tout aussi importantes. Exemple, la reproductibilité instantanée.
Allez dire à Johannes Gutenberg, l'inventeur de la presse à imprimer typographique, qu'on peut faire 500 exemplaires de la Bible en 4 secondes. J'ose pas imaginer le choc pour lui, et peut-être c'est mieux qu'il ne le sache pas. La ludogénéité, c'est le fait que le numérique est ludogène, il engendre de l'humeur ludique. Ça se vérifie beaucoup, pas seulement parce que les chats jouent avec des iPads sur YouTube, mais parce que, on le voit, et vous le voyez sûrement avec les enfants, c'est la captation de l'écran est capteur d'attention, ça, il n'y a pas de doute, en raison de tout ce qui est là d'ailleurs. Il est interactif, il y a de la réversibilité, on va le voir, c'est ludogène, c'est fluide, c'est facile, c'est léger. La fluidité, c'est pensez, mettons que je veux envoyer à Catherine un message là demain pour la remercier. Mettons qu'on est au temps de la poste à cheval. Je vais trouver un papier, je vais écrire, je vais trouver une enveloppe, je ne sais pas où d'ailleurs, un tampon de cire, je vais mettre ça à un cavalier. Il faut des auberges dans toute la France, il faut des écuries, il faut des gens pour s'occuper des chevaux. Ça va prendre je ne sais pas combien de temps de Nîmes à Bordeaux. Et puis elle aura mon message. Bon, je peux aussi lui faire un SMS demain. Et puis tout ça se fera... Voilà, c'est ça la fluidité, par exemple. Donc on voit bien que perceptivement, ces techniques, par leur fluidité, elles nous font vivre dans un bain perceptif différent. Alors je vais prendre un exemple plus détaillé, mais très vite. C'est la réversibilité. Ça, c'est assez épatant. Parce que dans le numérique, tout peut être annulé. On peut revenir, réversible, en arrière. Or, que nous disent les philosophes et les scientifiques depuis 2500 ans en Occident? Héraclite, toute chose naît et meurt. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Les physiciens du XXe siècle nous disent Big Bang, l'univers est en entropie. L'entropie de l'univers, c'est le désordre croissant, l'univers en expansion. Woody Allen nous dit, dans Whatever Works, avec son anti-héros physicien déprimé, il lui fait dire, bah oui, l'entropie, c'est on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Bon ben voilà. Hamlet, This is the law, c'est la loi commune, on va mourir, ton père est mort, bah accepte-le, quoi. Même si c'est moi qui l'ai tué, ta mère. Et donc, voilà, le monde est fait d'irréversibilité, le monde physique. En fait, on le sait parce que on va voir tout à l'heure que dans le numérique n'est pas totalement détaché de ça, évidemment. Bon, on peut perdre ses données. Ça fait mal. Mais néanmoins, on s'habitue à percevoir la réversibilité, c'est-à-dire le contraire, parce qu'on peut toujours revenir en arrière. Alors, exemple avec forte dimension affective, vous écrivez le roman de votre vie, vous en êtes à la 857e page, et puis vous perdez tout, parce que vous faites CTRL A et puis supprimer. Sélectionnez tout, vous faites CTRL Z et puis vous revenez en arrière. Tout va bien. Vous faites un autre exemple, chez les designers, du détourage de cheveux dans Photoshop. Là aussi, compliqué, parce qu'il y a une série de gestes qui sont mémorisés et qu'on peut retrouver si on les perd. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? On peut revenir en arrière. Cela est surnaturel. Attention, cela est surnaturel, j'ai mis là sur le texte. C'est surnaturel au plan phénoménologique, c'est-à-dire ça a l'apparence d'être surnaturel, c'est magique, quoi. On peut toujours revenir en arrière. Vous avez raté la partie, vous n'avez pas gagné. J'imagine que les enfants, on me le disait hier, veulent toujours gagner au jeu, n'est-ce pas? On revient en arrière, on recommence, c'est super. C'est ça la réversibilité. Et donc on est habitué à percevoir la réversibilité tout le temps, puisqu'on est toute la journée sur des appareils numériques. Ce qui fait que on a même notre faculté de percevoir se restructure en fonction notamment de cela, à tel point que lorsqu'on n'est pas dans le numérique, on est tenté, on voudrait qu'il y ait de la réversibilité, comme dans cette petite image où on voit 2 voitures qui se font face, hélas, et on aimerait revenir en arrière quand on s'est cassé la jambe, mais on sait que c'est irréversible. Mais dans le numérique, tout se passe comme si, j'insiste sur le comme si, tout se passe comme si tout était réversible, ce qui est quelque part un peu magique. Bien, je passe sur les super modèles abstraits que m'ont fait des collègues pour parler de l'ontophanie numérique, mais qui sont efficaces. Donc ça, j'enverrai ça aux collègues universitaires. Et je passe à cette image pour résumer tout cela. Et ben voilà. Bonjour papy. Papy est à Tokyo, moi je suis à Paris avec la petite, et puis on fait coucou. Ou je suis là, à Bordeaux, et puis je fais coucou à Paris, à Nîmes, à Lille ou ailleurs, à mes proches. Alors là, papy, tu vois, il est sur un écran, il n'est pas réel, papy. Là, il te dit qu'il va t'offrir des chocolats dimanche prochain. C'est faux. Là, tu es dans le virtuel, titouna.
Mais bientôt, papy sera dans le réel. Bon, vous voyez l'idée que bien sûr, j'ironise un peu, mais on voit que ces concepts ne marchent plus bien. Donc le rôle du philosophe, c'est de dire, bon, trouvons des concepts qui marchent mieux et essayons de mieux comprendre ce qui nous arrive. Voilà, c'est tout. Après, tout dépend aussi comment on définit ces concepts. Certains peuvent en faire d'autres choses. Voilà, alors comment, avec tout cela, je propose de parler, ou plutôt de redéfinir, de digital natives. C'est une expression très à la mode, très médiatique par ailleurs. Est-ce qu'elle a un sens? Beaucoup pensent que non, parce qu'il y a une illusion. Hein, l'illusion, on la connaît tous. Les jeunes qui vivent dans la bulle de savon numérique, ils ont une facilité ontophonique avec le numérique pour ce qui concerne la sociabilité ou le jeu. Par exemple, les jeunes enfants, mais pas que les jeunes, hein, puisqu'on sait que 50% des joueurs de jeux vidéo en France ont plus de 30 ans. Faut le dire. Et donc, en revanche, on sait que voilà, ils sont à l'aise avec les jeux, parce que de toute façon, quel enfant n'est pas à l'aise avec le jeu, hein? Winnicott, Freud, bon. Alors le jeu est numérique ou le jeu est mécanique, quelle différence? C'est d'abord une fonction psychique du sujet, le jeu. Hein? C'est bon, Winnicott. Mais par exemple, si on prend chez l'adolescent, l'aisance numérique, elle se joue surtout sur tout ce qui est messagerie instantanée, moyen de contact, moyen de rester en lien avec les copains, moyen de rester en dialogue constant avec autrui. Mais souvent, au lieu de voir cela comme un moyen pour l'adolescent de rester en lien avec autrui, on voit cela comme « Oh, il est sur son écran, là, il est avec son jouet ». Ah, je me souviens très bien, j'ai fait une conférence similaire au rectorat, enfin, dans un événement organisé par un rectorat, on ne va pas dire lequel, et on rapporte un fait. Effectivement, un collégien ou un lycéen, on va dire que c'est un collégien, je ne sais plus, a giflé ou frappé le proviseur adjoint ou le proviseur, parce que son smartphone a été confisqué. Alors, c'est vrai que c'est pas acceptable. Si on en va là, où va-t-on? Ce qui est plus troublant, c'est la manière dont c'est interprété. Les jeunes d'aujourd'hui, les écrans, la violence. Hein. Bon, c'est vite fait, le raisonnement est vite fait ainsi. C'est terrible, plus rien ne va. Bon. Mais de quoi on l'a privé? Parce que moi, ça me rappelle, bon, arrête de jouer avec ta gomme au fond de la classe. Bon, ok. Mais le smartphone, c'est une gomme? C'est tout? C'est un jouet? Alors on va confisquer le jouet, quoi, en mode instituteur de la Troisième République. Mais on l'a privé à ce moment-là d'un moyen d'être en lien. En fait, on l'a privé d'un moyen de rester en lien avec autrui. C'est violent. Hein. Et à un âge où, justement, autrui est structurant, c'est encore plus violent, je pense, que pour des adultes. Donc ça fait réfléchir aussi. Parce que phénoménologiquement, on n'interprète pas tout à fait de la même manière le sens qu'ont ces appareils. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que être digital native, on peut aussi le définir phénoménologiquement. On peut dire, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'appareillage. Moi, je suis pas un digital natif au sens sociologique du terme, si le terme a un sens en sociologie. Je suis pas né à l'époque du numérique. La première fois que j'ai commencé à vraiment faire avec un ordinateur, j'étais en maîtrise de philo, c'était pour taper mon mémoire. Bon, ça m'a pris du temps. Ça va mieux aujourd'hui. Mais en revanche, il se trouve que j'ai choisi, quel que soit mon âge, de m'appareiller au numérique. Parce que ça m'intéressait, parce que ça me plaisait. D'autres aiment les motos, le chocolat, moi j'aime le numérique. Bon. Et du coup, je me suis mis à faire avec du numérique un peu petit à petit de plus en plus de choses. Écrire systématiquement sur un clavier. Du coup, j'ai appris un peu à taper. Je tape plus vite que sur du papier, que je n'écris sur du papier. Et ce que je veux dire, c'est pas tellement par rapport à moi, c'est pas parce qu'on est un senior qu'on peut pas être un digital native. Est-ce que Steve Jobs avait du mal avec les écrans? C'est pas une question d'âge, c'est une question d'appareillage. Qu'on soit dans ce métier ou qu'on choisisse sans être dans ce métier de s'appareiller, c'est-à-dire de décider de réaliser ces opérations cognitives quotidiennes avec du numérique. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est pas une question d'âge mais d'appareillage. Il y a des jeunes qui sont pas natifs du numérique, des seniors qui le sont, d'une certaine manière. Et justement, les plus jeunes, là où il y avait une part d'illusion, c'est qu'ils peuvent être très à l'aise avec le numérique pour faire du social, mais après, dès que c'est pour faire de l'apprentissage, qui peut être perçu évidemment comme plus rébarbatif, là, tout à coup, ils sont moins à l'aise. Par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent aucun raccourci clavier, par exemple.
c'est un truc des années 90, ça, en fait. Et voilà, il y a plein de choses qui peuvent être utiles de savoir avec le numérique, qu'on ne sait pas forcément quand on est soi-disant un digital natif. Voilà. Alors, on va finir. Troisième temps, ça sera plus rapide. Vous me dites si je suis bien dans les temps. Avec 3-4 situations d'usage vécues, par vous, par moi, je pense, et que je vais présenter délibérément, vous m'en excuserez, mais vous allez voir que c'est intéressant aussi pour provoquer à réfléchir, et bien justement que je vais présenter de manière un peu provocante. Appliquons ces concepts, ontophonie, à des situations pédagogiques quotidiennes. Par exemple, l'écoute en classe. Comment se manifeste à moi, enseignant? Comment m'apparaît le fait que l'autre m'écoute? C'est quoi l'ontophonie de l'écoute? Comment le fait pour un élève d'être attentif, comment cela apparaît? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui d'économie de l'attention, d'écologie de l'attention. On peut faire aussi une phénoménologie de l'attention qui amène des questions différentes. Situation vécue numéro 1. En image, ça c'est pas une image de moi, mais je vais prendre un exemple que j'ai vécu comme enseignant qui peut l'illustrer. Un jour, j'étais à Paris, j'étais prof dans une école de design, prof de philo, on fait un petit cours, on est 15, un niveau d'étudiants, niveau master quand même, à peu près. Ils ont 21 ans à peu près, mais enfin, 21 ans aujourd'hui, on sait très bien que c'est encore très inscrit dans la dynamique adolescente, du point de vue psychique évidemment. Et on peut penser qu'ils font partie de cette génération Y, Z, W. Et il y a une étudiante qui fait un exposé. On l'écoute tous, on note et tout, machin, certains sur écran, certains sur papier d'ailleurs. On est dans une école privilégiée, avec recrutement, avec sélection, tout ça. Donc on est avec des étudiants sympas, qui sont là parce qu'ils ont envie de travailler. Et il y a un étudiant, je le vois, et je vois une écharpe. Derrière cette écharpe, je vois une main, je vois ses yeux qui sont dirigés vers cette écharpe. Je me dis, il bidouille un truc derrière une écharpe. Alors qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il y a un moment phénoménologique pour l'enseignant. Avant le moment pédagogique, éthique et tout ce qu'on voudra. Comment j'interprète mes perceptions? Comment ça se manifeste à moi? Est-ce que je me dis en bon instituteur de la Troisième République qui sommeille en moi, mais il ne m'écoute pas? Et là, c'est narcissique. Il n'écoute pas cet enfant, ce jeune. Il me nie. Ou est-ce qu'il fait autre chose? Alors je ne sais pas. Donc comme il est connu pour être le plus geek de la classe, et sur Twitter au quotidien comme moi, je me dis, je vais lui faire un tweet discrètement. Je prends mon smartphone, mais c'est véridique en plus, et je lui fais un petit tweet discrètement. Est-ce que vous êtes avec nous? Parce que je les vous vois. Bon, à ce moment-là, en tout cas. Et puis, il me regarde pas, comme si de rien n'était. Je me dis, bon, c'est con, il verra peut-être pas mon tweet tout de suite. Il me répond tout de suite. On est à quelques mètres. Hein. Il y a quelqu'un qui parle pendant ce temps. Et il me dit, monsieur, le Wi-Fi de l'école ne marche pas. C'est vrai. Et il cherchait dans Wikipédia ou dans Google un mot qui venait d'être prononcé. Il l'écoutait. Avec un appareillage psychocognitif numérique, avec un mode multitâche, semble-t-il, efficace. Voilà. Autre exemple, Paris 1 Sorbonne, master multimédia interactif, des concepteurs numériques qui se forment à ce métier, donc des étudiants un peu plus âgés, mais grosso modo de la même génération néanmoins. J'invite un professionnel, il fait une petite conférence, je passe un peu parmi eux, ils sont 10-15, et je vois un peu ce qu'ils font sur leur écran, et je vois ça, en fait, comme sur le mien, finalement, c'était comme sur le vôtre, sur moi aussi, du multi-fenêtrage en temps réel. Donc l'intervenant, je me souviens, dit, c'est un concept de design graphique sur numérique, il parle de pixel perfect, je crois. Et je vois un étudiant, je regarde ce qu'il fait. Il tape Pixel Perfect dans Google, il tape Pixel Perfect dans Wikipédia, il écrit Pixel Perfect dans un fichier texte, ça fait déjà 3 fenêtres, et en même temps il vérifie Facebook s'il y a une nouvelle notification, il n'y en a pas, et il attend. Il attend le prochain concept. Bon bah voilà, une autre manière de s'appareiller à l'écoute assez étonnante. Et puis je me souviens, au début où j'étais prof de terminale, d'un élève particulier, tout le monde a eu le sien, je suis prof de philo en terminale, donc
Je suis là pour incarner voilà, quelque chose de la pensée, l'âge où on va avoir le bac, blabla. Et je ne suis pas là pour faire la police. Donc je vois certains, au fond, qui n'écoutent pas. Enfin, crois-je. Mais enfin, je pense que c'est vrai aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on écoute tout le temps quand on n'en a pas l'air, mais on est dans une école de design en plus, donc beaucoup dessinent. Hein. Et je me dis, bon, tu es dans une école d'art et de design, ils dessinent, peut-être que pour eux c'est une manière d'écouter, de prendre des notes, juge pas trop vite. Mais enfin, lui, il écoutait vraiment pas quand même. Hein. Il répondait jamais aux questions, etc. Et plusieurs mois après la rentrée, comme chaque jour, je pose des questions, j'attends des réponses, et un jour, alors qu'il est toujours voilà, dans son coin au fond, il répond à une question. Et moi, c'est moi qui suis bien choc perceptif à ce moment-là, parce que je me dis, en fait, il m'écoute. Tout cela montre que, finalement, il n'y a pas besoin du numérique pour être un peu multitâche. Quand on est au téléphone et qu'on fait des gribouillis, là, hein, qu'est-ce qu'on fait on étaye quelque chose sur le plan cognitif par des gribouillis sur un papier. Donc, comme quoi, c'est plus complexe que ça en a l'air. Et donc, tout cela montre que la manière dont l'écoute m'apparaît pose des questions phénoménologiques. D'où ma provocation. Ne touche pas à mon ontophanie, s'il te plaît. C'est-à-dire, pourquoi ne me faites-vous pas confiance si je suis votre cours sur écran, plutôt que sur papier? De quel droit jugez-vous mon appareillage psychocognitif numérique? Si c'est avec ça que j'arrive à vous écouter. Et vous, quel âge ont vos supports de cours? Dans quelle mesure ils sont engageants pour moi? C'est une vraie question. Pourquoi voir ce que je fais comme le fait que je suis sur écran? Alors après, on voit dans la presse ou sur Internet les chiffres. Par jour, on passe tant d'heures sur écran. C'est dire où on en est. Bon, d'accord. Mais pourquoi on dit, ça c'est phénoménologique, que ce qu'on fait c'est être sur écran? Pourquoi on ne dit pas, par jour, les gens prennent tant de notes, lisent tant de trucs, soit sur écran ou pas? On pourrait aussi s'amuser à dire, mon Dieu, par jour, tous ces gens qui passent environ 18 heures au contact intime et rapproché avec des vêtements. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces rats de bibliothèque qui sont à la BNF tous les jours et qui sont surexposés au papier? Alors je vous avais dit que c'était provocateur, mais après tout ce que j'ai dit avant, ça n'a pas le même sens. Parce qu'il faut penser à la bulle de savon phénoménologique, évidemment, qui nous entoure. Exemple 2, la lecture. Partons sur les fondamentaux. L'ontophanie de la lecture, mais ça va être un peu pareil, évidemment. Comment se manifeste l'acte de lire? Comment je perçois que l'autre lit? Et notamment, comment on sait que quelqu'un lit un livre ou un article sur son smartphone, ou consulte une vidéo porno, ou est en train de jouer parce qu'il est ennuyé par ce qu'il entend. Pourquoi réduisons-nous cela au fait d'être sur un écran? Pareil avec la prise de notes. Là, on est dans l'écriture. Comment ça se manifeste? Pourquoi, si à l'instant Catherine arrête d'écrire sur papier, si elle se met à prendre des notes dans le bloc-notes de son smartphone, pourquoi vous allez penser qu'elle chatte avec ses copines? Moi, ça m'est arrivé en conférence. Je prends des notes sur mon smartphone, les gens se demandent ce que je fais. Je suis là, j'écoute, je prends des notes. Et donc, ça, c'est intéressant, comment cela nous apparaît. Ça, c'est une photo que j'ai faite, moi, à Paris, il y a quelques mois, dans le métro. Je me dis, voilà, c'est ça, c'est parfait, c'est ce que j'essaie de montrer. Quelle différence, finalement? Il y en a un à droite, on se dit, oulala, ils sont surexposés aux écrans, et puis un à gauche, lui, il est surexposé au papier, mais tout va bien. Alors, bien sûr, je ne suis pas naïf, et il y a des choses dont il faut qu'on débatte sur les caractéristiques particulières des écrans, leurs propriétés singulières. Mais c'est ce que j'essaye de faire, par ailleurs. La réversibilité, la fluidité, tout ce qu'on a vu avant. Il y a des propriétés singulières à ces écrans qui posent des questions et qui posent aussi des problèmes. La question, c'est comment on veut aborder ces problèmes. Avec mon parti pris du début, faisons ça de manière créative et positive, optimiste, ou sombrons-nous dans l'angoisse? Parce que l'angoisse, c'est aussi un symptôme. Ça traduit une remise en cause qu'on vit comme telle, une remise en cause de notre bulle de savon phénoménologique. Mais on n'est pas obligé de le vivre comme tel. Voilà, alors pareil, touche pas à mon ontophanie. Pourquoi ne me faites-vous pas confiance si je lis sur mon smartphone? De quel droit jugez-vous mon appareillage psychocognitif? Et vous, comment va votre dos avec tous ces livres dans votre sac? Là, on peut penser aux enfants. Pourquoi ne me faites-vous pas confiance si je prends des notes sur mon smartphone? De quel droit jugez-vous mon appareillage psychocognitif? Et vous, combien de temps ça vous prend de dactylographier vos cours ou vos notes? Si vous le faites. Je
crois que je me reste plus qu'un ou deux, et on va s'arrêter. L'écriture, c'est pas rien ça aussi. En plus, je peux assez bien en parler, j'ai écrit pas mal de pages. Il a bien fallu que je le fasse. Et donc, ça fait penser aussi sur ce faire-là. Comment le geste d'écrire manifeste-t-il l'acte de penser ? Alors, on fait de la phénoménologie, mais on n'est pas loin peut-être de la psychologie cognitive aussi, qui est quand même intéressante sur ces questions-là. Mais restons néanmoins sur le plan perceptif. Est-ce qu'écrire sur un clavier, c'est perdre en capacité de penser ? Un clavier qui soit mécanique comme sur les ordis ou un clavier virtuel, informatiquement simulé comme sur les tablettes par exemple. Alors là, ça cristallise les passions cette affaire. Double page du Monde, faut-il encore écrire à la main ? Et on voit du grand débat avec une plume, quelqu'un qui semble toucher un écran. Et là, moi, je me dis une chose d'une simplicité phénoménologique désarmante. Je me dis, mais moi, quand j'écris avec du numérique, j'écris à la main, oui, je n'écris pas avec les pieds. Mais moi, je sens passer dans la motricité de mes mains, comme le guitariste ou le pianiste se sent passer l'activité cognitive. Parfois, comme le guitariste, il y a des mots qui viennent presque plus vite quand on a appris à taper, qu'on peut taper de ses 10 doigts et que ça va vite comme ça. C'est un nouveau type d'appareillage psychocognitif, comme je le dis, et c'est intéressant. D'où les débats. L'écriture à l'école, cursive, script, clavier, tactilo ou pas, tracer la lettre ou frapper la lettre. Je sais que c'est des vraies questions, mais je me demande, est-ce qu'il y a tellement de dangers ? Bon, il y a eu l'argile aussi avant le papier. Je ne sais pas s'il y avait autant de débats à l'époque. Mais il y en avait probablement, parce qu'on n'a peut-être pas assez d'études sur la réception phénoménologique de l'imprimerie, mais on sait que l'imprimerie a fait croire qu'on allait perdre l'oral. Il semble qu'on se soit peut-être un petit peu trompé, même si ça a modifié les choses. Donc voilà, ça c'est un article du 24 septembre 2013. Écrire en attaché, la pratique est en voie de disparition en Amérique, où 45 États viennent de l'exclure de leur programme. Et les Américains, c'est vrai que souvent, ils n'ont pas peur d'y aller fort. Alors que la calligraphie recule, un nombre croissant de travaux démontre ses bienfaits. Voilà, donc en gros, on a les méchants américains de la Silicon Valley qui renoncent à l'écriture cursive ou en attaché, et puis nous qui nous disons, mais en fait, la calligraphie, c'est fondamental. Mais bien sûr que c'est fondamental, et c'est beau en plus. Mais après, c'est des questions de politique et d'objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite. On peut se dire, nous, par exemple, à l'université, que c'est troublant que l'on ne forme pas systématiquement à la dactylographie des gens à qui on ne va plus jamais demander de rendre un texte sur papier, par exemple. Plus jamais. Dans toute leur carrière. Il y a des gens qui galèrent, alors il y a ceux qui tapent comme ça, vous voyez bien le problème qu'on peut tous avoir. Donc moi je m'étonne, en tout cas moi je trouverais souhaitable qu'on réfléchisse là-dessus sans peur. Mais ça ne veut pas dire non plus de manière naïve, je ne suis pas en train de dire voilà, il ne faut plus jamais toucher un papier. J'utilise aussi du papier. Mais pas pour des textes longs. Là, je vais me prendre comme sujet d'étude, si vous permettez, observation participante, comme disent les collègues. Mais un jour, il y a quelques années, comme je tape assez bien depuis une dizaine d'années, si j'écris sur du papier, c'est que des post-it ou des petites choses. Mais si je dois écrire un volume textuel long, je le tape tout de suite. Et quelques années, je ne sais plus trop pourquoi, ça existe encore finalement, hein, on me demande obligatoirement une administration de faire une lettre manuscrite. Un truc un peu long. Waouh, bon bah ok, faisons-le. Et puis en plus, je me souviens, j'adorais ça, comme plus jeune, le papier, son odeur, les légatoria de Venise, le cuir, tout ça. Bon. Et je sors une belle feuille et je me mets à écrire. Et là, j'avais perdu en habitude cognitivo-motrice, quoi. Hein. Et d'ailleurs, j'avais plus aussi, et c'était bien, j'avais plus ma grosse boule sur le doigt qui fait mal, hein, vous savez, parce qu'on a trop serré le stylo plume dedans. Et je me rends compte d'un petit détail qui me frappe, donc je me mets à écrire, et puis alors bon, je peux plus faire du couper, copier-coller, écrire un bout là et là, faut que je fasse gaffe à tout ce que je dis dans l'ordre. Bon, ok. Et puis surtout, je me rends compte que ça n'écrit pas des lignes droites parallèles tout seul. Et que je dois faire une dépense d'énergie psychocognitive pour faire des lignes droites parallèles.
Là, on est effectivement dans la calligraphie, me dis-je. Je suis en train de faire un tableau, en fait. Et donc, ça m'embête parce que je perds du temps et de l'énergie à demander à ma main d'écrire droite alors que je m'en fiche. Je sais pas, je préférerais prendre mon énergie pour écrire plus vite ou penser plus vite. Parce que c'est là où l'écriture me semble être un dispositif d'étayage technique de la pensée. Et si ce dispositif peut avoir certaines puissances, alors il va aussi donner à ma pensée une certaine puissance ou rapidité. Moi, ce que j'observe dans mon cas, c'est simplement une chose. Depuis que je peux taper plus vite que je n'écris sur du papier, j'écris mieux et plus vite des livres, par exemple. Parce que j'arrive mieux à suivre mes idées quand elles prennent forme. C'est comme si je leur courais après, quoi. Alors qu'avec du papier, il y a des ruptures qui arrivent trop vite. Mais c'est personnel, et ça peut être très différent. Que j'ai des amis et des collègues, c'est un besoin pour eux. On a du même âge, il faut qu'ils écrivent à la main, sinon ils ne peuvent pas penser. Ils ne peuvent pas penser. C'est là où ce n'est pas une question d'âge, mais d'appareillage. Si je choisis de déposer mes processus cognitifs dans du papier, je vais m'étayer sur du papier au point où je pourrais pas, j'aurai une dépendance au papier. La dépendance au papier n'inquiète pas les psychologues de l'addiction, mais j'aurai une dépendance au papier. Or, je peux choisir d'avoir une dépendance au numérique, et c'est tellement grave. Après, à chacun de voir. Après, il faut voir aussi collectivement ce qu'on fait pour l'école. Je sais que là, le débat peut être plus complexe. Voilà, je vais en finir. Oui, je me dis après, mais comme toujours, moi je fais de la phénoménologie historique, je remonte l'histoire des techniques, je me dis, mais enfin, il y a déjà eu des machines à écrire quand même. Et là, je me dis, bon, la Remington, c'est beau dans les films, quand les écrivains écrivent dans les films sur une machine à écrire, mais pour les enfants, c'est mauvais apparemment. Donc, le plus haut niveau de l'écriture littéraire, là ça va, on tolère de machiniser l'écriture, mais au plus bas niveau, on ne tolère pas. Parce qu'on pense, et moi j'ai pas la réponse, on pense qu'il faut apprendre par le papier pour apprendre à bien écrire. Mais c'est pas sûr, en fait, parce qu'il y a des études qui se contredisent, évidemment. Alors on ne le saura que dans quelques décennies. Voilà, donc là aussi, touche pas à mon autophanie, pourquoi ne pas me faire confiance si j'apprends à écrire sur un clavier? Est-ce que ça va vraiment tout changer? Après tout, l'histoire montre qu'on s'adapte, y compris sur le plan cognitif. Et c'est pour ça que j'aime bien Michel Serres, parce que, au-delà de la réception très médiatique et presque caricaturale de ses derniers livres, il y a des idées intéressantes qu'on ne retrouve pas chez d'autres. J'aime bien cette phrase. Que foutaient nos neurones avant l'invention de l'écriture? Puisqu'on nous dit que le cerveau, finalement, n'évolue pas tant que ça. En tout cas, pas sur des durées aussi courtes. Et il nous rappelle que les facultés cognitives, imaginatives ne sont pas stables, plasticité du cerveau, que c'est ce qui est intéressant, et que les vieux grognons qui accusent les petites poussées d'aujourd'hui de ne plus avoir de mémoire ni d'esprit de synthèse, sont des vieux grognons. Voilà, là, lui, il prend parti dans ce sens. Je me sens assez proche de ce parti-là, parce que j'attends qu'on me démontre le contraire. Parce que aussi, peut-être, dans ma propre expérience, je suis passé d'un appareillage à un autre. J'en ai pas souffert, c'était le contraire. Après, c'est une question aussi d'apprentissage, qui peut être douloureuse, par ailleurs. Voilà. Je terminerai avec une image sur l'ontophanie d'autrui, ce que j'appelle l'autroiphanie, ce qui semble le plus singulièrement humain, profondément humain, mais là aussi, il y a de la technique. Je le disais tout à l'heure, dans notre face-à-face en ce moment, comment la présence de l'autre, elle se manifeste à l'ère des liaisons numériques, comme disent certains sociologues. Pourquoi autrui ne serait pas autrui sur Internet? Pensons tout à l'heure à la petite fille et son grand-père sur Skype. Pourquoi c'est pas son grand-père? Parce qu'on est soi-disant en ligne, dans le virtuel. Ça, c'est le téléphone des années 1890. Lorsqu'il a été introduit, j'ai retrouvé un témoignage, Comtesse de Panche, Comment j'ai vu 1900, publié en 1960 environ. Et elle raconte comment, dans le manoir parisien familial, dans les années 1890, on installe le téléphone. À l'époque, c'est comme les gadgets d'aujourd'hui. D'abord, il n'y a que les riches qui peuvent l'avoir, et on ne sait pas quoi en faire. À aucun moment, on imagine s'en servir pour travailler. C'est les historiens du téléphone qui le disent. Et elle raconte que dans la maison, alors d'abord, on ne décroche pas quand ça sonne. On n'est pas des domestiques. Ça sonne, on ne va pas courir pour décrocher. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Sa mère, parce qu'elle est enfant à cette époque-là, essuie tout le temps l'appareil en bois, avec peur des microbes. C'est l'époque de Pasteur, peut-être. Et puis la grand-mère, donc c'est bien là aussi des effets de génération qui sont intéressants à observer, refuse d'y toucher. Et elle dit pourquoi. Elle refuse, ce sont ses mots, cette manière de se parler sans se voir. Non.
Et ben ça, c'est de l'ontophanie pure. Ça prouve que on n'a jamais pu, avant le téléphone, se parler sans se voir, parce qu'il fallait un face-à-face visuel, etc. Et le téléphone a rendu possible, c'est de la phénoménotechnique, a rendu possible cette phénoménalité-là de l'autre, cette ontophanie-là d'autrui, cette autrui-phanie. J'appelle ça l'autrui-phanie téléphonique. Et puis après, bien, on a câblé tout le monde a eu le téléphone, et puis les grands-mères, aujourd'hui, elles se parlent sans se voir. Et ça semble pas les perturber. Avec les réseaux sociaux, on a inventé communiquer sans se parler, sans se voir. Le texting, tout ce qui est SMS, messagerie, etc. Mais on peut aussi se parler et se voir par Skype, par exemple. En même temps, on n'est pas là, en face à face. Alors, dans le livre, j'essaie de distinguer tout ça, l'ontophanie du face à face, l'ontophanie téléphonique, l'ontophanie numérique. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de degrés phénoménologiques de rapport à l'autre. Mais c'est riche aussi, parce on n'appelle plus tout à fait pour la même raison. On garde l'appel téléphonique pour certaines personnes, pour certains sujets. Pour d'autres, on écrit des SMS, etc. Peut-être parfois avec aussi des effets pervers. Peut-être que pour les ados, c'est plus simple de quitter sa chérie par SMS que d'aller la voir en face. Mais ça, c'est à voir au cas par cas. Un projet récent d'une étudiante en design israélienne, assez intéressant, qui s'appelle I'm With You, parle de lui-même, où là, il n'y a plus d'écran, parce qu'on parle beaucoup d'écran, mais le numérique tend aussi à développer des choses sans écran. Et ça, c'est pas inintéressant aussi. Alors, quand j'ai montré ça devant un public de designers, ils ont été assez enthousiasmés parce qu'ils ont vu ce que la conceptrice a cherché à faire. Ils ont vu là une tentative de faire quelque chose qui a du sens, avec du numérique et du design numérique. Quand je l'ai montré à des sages-femmes qui donnent la vie tous les jours, j'ai trouvé ça atroce. Alors, on verra comment ça se passe pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, deux objets qui ressemblent à une espèce de boule un peu graphique, là, bourrés d'électronique, connectés au réseau par du Wi-Fi, configuré à l'avance sur votre ordi, probablement. Et donc, mettons, vous partez en congrès à Senon, et puis, eh bien, vous avez laissé vos proches ou vos enfants, par exemple, mettons, je ne sais pas, on va dire, à Strasbourg. Bon. Et avec ce dispositif, vous emmenez une de ces deux boules, là, je vais les appeler comme ça, et puis vous en laissez une dans la chambre de votre enfant. C'est connecté en Wi-Fi chez lui, c'est connecté en Wi-Fi à votre hôtel ici. Et puis quand vous posez la main dessus, le dispositif interne capte votre pouls. Il le traduit en données numériques, il le transmet par Wi-Fi, et votre enfant met la main ou met la boule sur son cœur, soyons romantiques, et il ressent physiquement votre pouls. C'est physique, c'est votre vrai pouls. Et en même temps, vous n'êtes pas là. Donc, c'est troublant. Mais c'est ça le trauma phénoménologique. Comment on va vivre avec ce trauma phénoménologique ? C'est pas fini, vous voyez. Là, l'email, c'est fini, on n'a plus peur. Mais les jeux vidéo, on en aura toujours peur. Les réseaux sociaux, ça commence à aller. Les objets connectés, c'est un peu nouveau. Puis on ne sait pas après. Mais on doit tous vivre ensemble avec des références ontophaniques différentes, d'où les frictions. Alors là aussi, pourquoi vous ne croyez pas à la qualité de mes interactions avec autrui lorsqu'elles sont en ligne ? Ou alors authenticité. Sur les réseaux sociaux, dans un jeu vidéo, ou sur un site de rencontre, ou que sais-je. Donc voilà, c'est à réfléchir, et je m'arrêterai là en vous invitant, parce que j'avais prévu d'autres trucs sur la conclusion, mais c'est pas utile, peut-être à réfléchir à ça. L'acculturation numérique, c'est jusqu'à quel point on va s'acculturer, s'habituer à cette culture ontophanique-là. Et c'est là où ça peut être intéressant de voir dans le débat qui va avoir lieu maintenant, dans vos pratiques et vos usages aussi personnels, mais professionnels, jusqu'où ça va, cette ontophanisation numérique, jusqu'où vous-même êtes appareillé numériquement, jusqu'où les enfants que vous voyez sont appareillés numériquement, jusqu'où ça pose des problèmes ou au contraire crée des ouvertures intéressantes. Eh bien, c'est ce qu'on va peut-être discuter maintenant. Voilà, merci bien.